Bienvenue sur Cardio Online. Je suis Stéphane Edéry, je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Antoine, où je m'occupe plus particulièrement de l'activité de cardio-oncologie. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui le docteur Joëly Salem, qui lui aussi a développé une activité de cardio-oncologie au sein de la Pitié-Salpêtrière. Nous sommes là pour aborder aujourd'hui le problème de la toxicité cardiaque des immunothérapies. Vous savez que les immunothérapies constituent une révolution dans la prise en charge des patients atteints de cancer par des mécanismes originaux d'activité qui sont finalement une réactivation du système immunitaire contre la cellule métastatique et cancéreuse par des anticorps monoclonaux, anti-PD1, PDL1 et anti-CTLA4. La prescription, vous le savez, de ces molécules s'accompagne d'une toxicité très variable, pulmonaire, digestive et cardiologique, peuvent entraîner des myocardites relativement préoccupantes puisqu'elles sont létales dans 50% des cas. Et nous sommes donc là aujourd'hui avec Joëly Salem pour essayer de voir les avancées dans le domaine du diagnostic et de la prise en charge. Et la première question que je voulais poser à Joëly, c'était de savoir comment faire le diagnostic en 2021 de cette entité rare mais préoccupante. Cette entité, comme Stéphane vient de le préciser, est une entité relativement préoccupante avec un pronostic qui est donc grave. Et elle a du nom de myocardite, franchement que le nom en termes de thérapeutique et de diagnostic, puisqu'elle se rapproche le plus à ce qui, pour nous cardiologues, serait un rejet aigu cellulaire autologue. Donc, une fois qu'on a ça, ça va nous permettre de décliner la prise en charge diagnostique et thérapeutique avec ces éléments de compréhension. On va avoir ces cellules T et les macrophages qui ont été réactivés par le système immunitaire, qui vont venir détruire le cardiomyocyte et les muscles périphériques. Par chance, la troponine et l'électrocardiogramme sont particulièrement sensibles. Ils sont positifs dans plus de 90-95% du temps avec une troponine augmentée et l'ECG va retrouver généralement des troubles de la conduction, des troubles de la repolarisation éventuellement, avec des QRS qui vont s'élargir, des QRS qui vont s'aplatir avec un indice de Sokolov qui va diminuer et des blocs de branche droit, gauche associés. Donc ça, et des troubles donc, de la repolarisation. L'ECG, très sensible, la tropo, très sensible. Donc, bien sûr, après, on va à l'échocardiogramme. Malheureusement, l'échocardiogramme va souvent être non contributif. Dans 50% des cas, il sera normal, strictement normal. Et dans 50% des cas, il y aura des petits troubles de la cinétique. Un échocardiogramme normal ne veut pas dire que le patient n'a aucun problème, puisque la mortalité va être associée dans ces cas-là souvent à des troubles du rythme ventriculaire très importants ou des atteintes collatérales d'autres muscles comme le diaphragme qui vont tuer par finalement augmentation de la capnie. Donc, échocardiogramme peut apporter des éléments, mais un échocardiogramme normal ne doit pas être rassurant. Ensuite, l'IRM. L'IRM, pas trop de chance. L'IRM peut être négatif jusqu'à 70% des cas dans la phase initiale de la prise en charge. Dans les 4 premiers jours, jusqu'à 70% des IRM peuvent être strictement normaux avec les séquences de rehaussement tardif, le T1, le T2 mapping, les choses les plus intéressantes. Elles se positivent un peu plus tard, souvent après 4-5 jours. Bon, le problème, c'est qu'on a une urgence diagnostique à faire et une urgence thérapeutique et que donc on ne peut pas compter sur l'IRM pour nous aider particulièrement dans les premiers jours. Donc, on arrive au dernier point qui est celui de la biopsie endomyocardique qui, dans notre expérience, est relativement sensible, surtout si elle est faite pratiquer rapidement avant la mise en place des traitements donc corticoïdes et pour ne pas la négativer. Et on part un peu dans les mêmes stratégies diagnostiques que dans celles donc, du rejet aigu cellulaire avec des biopsies endomyocardiques qui peuvent apporter beaucoup d'éléments pour le diagnostic qui sont relativement spécifiques et assez sensibles aussi. Donc ça, c'est pour le côté diagnostic, Stéphane. Merci Joëly pour cette première réponse. Alors, une fois qu'on a fait le diagnostic de cette myocardite liée à une immunothérapie, quel traitement faut-il mettre en route, dans quel délai, avec quelle classe thérapeutique? Alors là encore, une entité particulièrement dangereuse qui requiert une mise en place d'un traitement rapidement. Donc on comprend bien le mécanisme d'action. D'un certain côté, on active le système immunitaire. Donc une fois qu'il est trop activé, il faut le freiner. Et la première classe thérapeutique à mettre en route, ce sont les corticoïdes, par similarité par rapport aux autres toxicités des autres organes qui sont beaucoup plus fréquents sous immunothérapie, où les corticoïdes sont utilisés et apportent quelque chose pour diminuer l'activation du système immunitaire. Donc, corticothérapie, les doses utilisées, s'il y a des critères de gravité, doivent être très, très élevés, du type 1 g de méthylprénisolone, des bolus comme dans le rejet aigu cellulaire. Les critères de gravité, c'est dysfonction VG,
troubles du rythme ventriculaire, troubles du rythme conductif BAV complet et association avec des signes myasthéniformes et des atteintes musculaires importantes diffuses qui vont possiblement signer des atteintes diaphragmatiques. Ça, c'est pour le traitement de première ligne, corticoïdes, 1 gramme dans les formes très sévères. Dans les formes un peu moins sévères où le diagnostic semble certain ou hautement probable, mais sans critère de gravité, 1 mg/kg per os pour initier. Si possible, de faire la biopsie avant d'initier les traitements pour ne pas les négativer, mais l'urgence thérapeutique est vraiment là. Pour les traitements au-delà des corticoïdes, tu as des propositions ou c'est encore trop difficile de faire des propositions pour les formes corticorésistantes? Donc effectivement, Stéphane, tu abordes un sujet relativement intéressant et encore les réponses ne peuvent pas être claires et tranchées. Aujourd'hui, l'on sait que si on retarde donc, la corticothérapie de plus de 2-3 jours par rapport au diagnostic, du moins dans les formes sévères, bien, on va avoir quasiment tout le monde qui va faire des major cardiovascular events, donc des événements graves. On sait qu'environ 30 à 50% de ces myocardites vont être corticorésistantes, particulièrement quand on va avoir un retard à la prise en charge initiale et que le système sera trop activé. Aujourd'hui, il y a de nombreuses possibilités qui sont évoquées, qui ressemblent à ceux aux traitements utilisés dans les rejets aigus cellulaires. Mais maintenant, personne ne peut aujourd'hui établir le meilleur régime de seconde intention. Il y a des programmes de recherche qui sont développés pour répondre à cette question, justement. Et à ce jour, ça requiert vraiment un centre expert, une discussion avec des gens qui ont l'habitude de gérer ce genre de myocardite et de faire les investigations invasives et les surveillances rythmiques notamment et respiratoires. Et vraiment, ça requiert plus d'un centre d'expertise que d'une prescription un peu facile et standardisée à ce jour. Merci Joëlie pour l'ensemble de tes réponses très claires et très précises. Pour nous résumer, finalement, tu as insisté sur 3 points importants. L'importance d'avoir une expertise centralisée dans une unité de cardio-oncologie avec des systèmes dédiés, l'importance de la biopsie endomyocardique et puis le traitement de première ligne qui repose sur les corticoïdes qu'il faut savoir moduler en fonction du niveau de gravité de ces patients, éventuellement par un immunomodulateur ou immunosuppresseur. Encore merci Joëlie. À très bientôt. Merci Stéphane.